Je t'aime au-delà de la raison. Le souhait profond de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Ritz Ngwanza, éditrice du journal Le Défi Congolais, activiste au sein de l'ONG GFIA et journaliste de formation. Avec elle, on aura à parler sur le thème mariage précoce chez la jeune fille. Bonjour Madame. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Dieu fait grâce, très bien habillée. Merci, pareillement. Madame, pour entrer dans le bain de notre émission, pouvez-vous vous présenter? Alors, c'est toujours intéressant quand on nous présente, parce qu'il est assez compliqué de parler de soi-même, mais je suis Ruth Ngwanza, comme vous l'avez dit, éditrice, directrice générale du journal Les Défis Congolais. C'est un média d'information et d'analyse générale. Et je suis coordonnatrice nationale de l'association sans but lucratif Jeunes Filles en Action, GFIA en sigle, qui milite pour le droit des femmes et fait la promotion des activités féminines. En dehors de ça, je suis chargée de communication de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. De la FEC, en fait. Oui, justement. Madame, vous êtes assez jeune, on vous voit, vous êtes très jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser l'activisme? L'activisme, c'est un peu comme une passion, quoi, parce que travailler pour la femme, pour le droit de défendre les droits des femmes et les droits des enfants est devenu vraiment comme une passion pour nous, parce que les motivations nous sont venues de l'époque où nous étions encore étudiantes. J'étais coordonnatrice adjointe, donc disons vice-présidente des étudiants de l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, où j'ai obtenu mon diplôme de licence. À force de rester avec les jeunes filles, partager les expériences, écouter différents problèmes qu'elles rencontrent, les difficultés, tout ce qu'il y avait comme défi à relever au sein de la communauté estudiantine féminine, on a résolu de créer des groupes de discussion. Parce qu'à l'époque, je me disais, parce que le premier objectif de la structure, c'est la promotion du leadership féminin. Et donc, on se rendait compte que dans un milieu où il y a plus de femmes que des hommes, donc disons dans une université qui est majoritairement féminine, c'était des hommes qui dirigeaient, qui occupaient des différents postes de décision. C'était vraiment les hommes qui étaient à la tête, quoi. On disait que les femmes, elles doivent toujours venir en second lieu, donc les femmes doivent être vice-présidentes, chefs de promotion adjointe et ainsi de suite. Et ce sont les hommes qui doivent occuper ou encore assumer le rôle de chef. Et moi, puisque je voulais casser au fait casser ces mythes, cette allure, essayer de changer de choses, je me suis dit qu'on devait d'abord se réunir entre femmes, chercher à savoir c'est quoi le problème, pourquoi la femme ne s'assume pas, elle ne se fait pas confiance, elle pense qu'elle est toujours faible et qu'elle devrait toujours revenir après l'homme. C'est en créant au fait des groupes de discussion qu'on a eu l'idée au fait de se lancer carrément dans l'activisme. Parce qu'on s'est dit que si moi aujourd'hui par exemple je vois qu'autour de moi il y a quand même des femmes qui se différencient des autres, qui se distinguent, et des femmes qui mènent quand même des actions assez positives, pouvant être prises, considérées comme des expériences chez les autres, pourquoi pas essayer de conscientiser et sensibiliser. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait résolu de créer une association dans laquelle nous allions militer pour la promotion du leadership féminin, en dehors de ça, conscientiser la jeune fille dans tous les aspects de la vie et puis lutter contre toute forme de violence faite aux femmes. Madame, parlez-nous de l'ONG GFIA, parce qu'on entend souvent parler de cette ONG. C'est parmi les ONG qui militent vraiment, qui sont à la une dans notre pays. C'est quoi GFIA? Je l'ai dit au début, GFIA signifie Jeune Fille en Action. C'est une ASBL, je viens de donner les objectifs, qui travaille avec les étudiants au fait. Notre cible, c'est la jeune fille estudiantine et la jeune fille écolière. Nous travaillons avec elle en vue de la conscientiser, parce qu'on se dit que ce que nous devons en tant que femmes devenir demain, on doit d'abord l'être aujourd'hui, être rodé, être encadré, être déjà habitué à un style de vie, s'adapter à un style de vie qui pourra faire en sorte que nous puissions être des grandes femmes ou encore des dames assez instruites après. Donc la GFIA est dans la promotion des activités féminines à travers des activités du genre de conférences, des ateliers, des sensibilisations, parce qu'on se dit que la conscientisation reste le seul moyen efficace
pour éveiller correctement la conscience de la jeune fille. Donc la GFI organise plusieurs activités dans les universités, dans des écoles, en dehors de conférences et des ateliers de sensibilisation que nous organisons. Nous travaillons aussi avec la jeune fille écolière, parce qu'on s'est dit que là-bas, c'est la base, au fait. C'est là la base. S'il faut transformer la manière de réfléchir de la jeune femme, s'il faut vraiment changer, comme on dit que nous voulons atteindre une génération de femmes qui seront fortes, qui seront dynamiques, très conscientes et capables, au fait, de s'assumer comme tous les hommes le font. Donc, on s'est dit qu'on doit aller à la base, travailler avec les élèves, en dehors des activités écolières et universitaires que nous organisons. Nous organisons aussi des campagnes sur terrain parce que nous travaillons avec des personnes vulnérables, donc les enfants dans des orphelinats, dans des centres de filles-mères, dans des homes des vieillards et tout le reste. Donc la GFIA est un peu dans plusieurs secteurs, l'éducation, le genre, le social et dans les secteurs oui, je disais l'éducation, le genre et le social. Ça fait combien de temps que la GFIA existe? Dans pratiquement 3 jours, nous allons célébrer notre 3e anniversaire, donc la GFIA existe depuis 3 ans. Waouh, vous êtes encore jeune, mais vous avez eu à faire de grandes choses. Quand même, oui, nous sommes jeunes, mais après on se dit que nous sommes jeunes, nous sommes femmes, et puisqu'on est capable, c'est comme ça qu'on arrive à réaliser beaucoup de choses en peu de temps. Ok, madame, entrons dans le bain de notre émission par rapport au sujet du jour, qui est le mariage précoce chez la jeune fille. D'après vous, quelle lecture faites-vous sur le mariage précoce chez la jeune fille? Le mariage précoce, déjà, bon, enfin, si on doit le définir, en français facile, le mariage précoce, c'est un mariage improvisé. Moi, j'aime le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est vraiment c'est récurrent. Pourquoi? Parce que la femme ou la jeune fille ne veut pas s'instruire. Ou les mariages précoces, c'est un mariage forcé, au fait. Un mariage imposé. C'est justement ça, le mariage imposé. Et quand c'est imposé, ça vient au fait au début. Ça vient, pardon, plus tôt que prévu. C'est vrai qu'il n'y a pas, moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'âge précis pour se marier. Mais quand c'est contre la volonté d'une personne, quand c'est la volonté d'une jeune, d'un enfant particulièrement, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui se marient précocement, c'est les enfants de moins de 18 ans, disons 14, 15, 16 ans. Et donc, quand c'est involontaire, c'est imposé et c'est très tôt, c'est là qu'on parle du mariage précoce. Et d'après vous, quelles sont les causes de ces phénomènes-là de mariage précoce? Les manques d'éducation, je pense, les manques d'éducation, les manques d'instruction. Parce que, bon, actuellement, on peut le dire à Kinshasa, on doit quand même le dire, c'est vraiment pas trop fréquent. Mais à l'époque, et puis en province, parce qu'on a eu le temps d'avoir des témoignages des jeunes filles qui sont dans des provinces et tout ça. Généralement, les causes que nous, en tant que GFIA, avons eu à recenser, c'est que c'est les parents. Ils ont plusieurs enfants, ils se disent que bon, les hommes sont bons à aller à l'école, les hommes ils peuvent travailler, ils peuvent réussir dans la vie. Oui, c'est vraiment la discrimination. On s'est dit que la femme, elle est faite pour le mariage. Donc du coup, quand les parents voient que elle commence à grandir, elle a déjà des formes, là elle travaille, elle est pour la maman ou pour la maman, pardon, ou pour le papa. Ils estiment que la jeune fille, elle est déjà capable d'assumer un foyer. Ils essayent de marier la fille juste pour éviter de la scolariser, pour éviter de l'instruire, pour éviter de la laisser réaliser ses rêves. Et généralement, quand ça arrive, ça gâche pratiquement la vie de beaucoup de filles, parce que nous, moi, je n'arrête pas de dire, le mariage, ce n'est pas un objectif final de vie. Le mariage, c'est un choix, au fait. C'est vrai que c'est une institution divine, mais après, c'est un choix que chacune des femmes a les droits de faire ou pas. Donc, il y a des femmes qui sont bonnes pour le mariage, et celles qui n'aiment pas se marier tôt, parce qu'elles se disent qu'elles doivent d'abord réaliser leurs rêves, qu'elles doivent d'abord étudier, essayer de devenir importante, quelqu'un d'utile à la société, ensuite aller se marier. Mais n'est pas laisser un enfant aller à l'école, n'est pas laisser un enfant réaliser ses rêves et envoyer directement dans le mariage. Généralement, quand les mamans les font, c'est avec des personnes assez âgées, peut-être qui ne peuvent pas, qui ne comprendront pas facilement la fille qu'ils épousent. Et après, ça gâche pratiquement les vies de beaucoup de jeunes femmes. Madame, d'après vous, par rapport à ces phénomènes, quelle doit être la contribution du gouvernement, soit de notre pays, par rapport à ces phénomènes? Je pense qu'il y a quand même des avancées significatives parce qu'on doit le dire. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec la gratuité de l'enseignement qui a été instituée par le chef de l'État, on pense que ça pourra tant soit peu résoudre les problèmes. Parce que s'il y a plus de filles qui vont à l'école, il y a plus de filles qui sont instruites, il y aura moins de filles qui seront obligées d'aller au mariage. Parce que je me dis, supposons que même moi, par exemple, à partir de 14 ou 15 ans, je peux dire que j'étais déjà, les femmes, elles sont déjà conscientes. Oui. Si déjà, excusez-moi, si on a déjà vu ses menstrues, donc on a déjà vu ses règles, si on a
a déjà, pour certaines filles, un corps déjà développé, ça veut dire que le cerveau aussi, il est développé. Donc, si la fille est instruite, elle connaît l'importance de l'école, elle connaît ce qu'elle vaut. C'est pour ça que nous nous sensibilisons à la base. Nous allons vers les élèves. On commence à partir de deuxième CO, déjà on récupère les élèves, deuxième, troisième, parce qu'en troisième CO, en troisième des humanités, l'enfant a déjà minimum 13 ans, donc disons 13-14 ans. À partir de cet âge, nous conscientisons la jeune fille et nous lui rappelons ses droits. Parce que quand on reconnaît ses droits, on sait que même dans notre pays, le mariage doit commencer la fille doit se marier à partir de 18 ans. C'est à 18 ans qu'elle doit être responsable, c'est à 18 ans qu'elle peut s'assumer. Donc avant 18 ans, quand tes parents t'obligent à te marier, tu as le choix de pouvoir rappeler tes droits et puis de refuser. Donc le gouvernement devrait en tout cas faire un effort de scolariser, de faciliter au fait la scolarité de plusieurs jeunes filles, de plusieurs jeunes, et puis en même temps nous rappeler cette loi-là qui existe bel et bien. Et à la limite, moi je pense que les parents ou encore normalement les parents qui obligent les enfants à se marier à cet âge doivent aussi être poursuivis, je ne sais pas, d'une façon d'être suivis afin de ne pas commettre ces genres de crimes, parce que nous on les considère c'est vraiment comme un crime. Vraiment. Madame, parlez-nous de vos activités organisées durant le 16 jours d'activisme. Alors, pendant cette période de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, nous avons eu à organiser plusieurs activités de conscientisation aussi. On a utilisé les médias parce que avec notre structure, c'est plus les médias comme vous. Là, quand vous nous recevez dans votre émission, c'est une façon d'accompagner au fait l'œuvre. C'est une façon de soutenir parce qu'après, nous, on se dit que, puisque nous, on est dans la conscientisation, on se dit que la conscientisation, la sensibilisation est les seuls moyens de conscientiser réellement la jeune fille et d'échanger sa manière de voir les choses. On est allé dans des médias, on a organisé plusieurs émissions. On a d'ailleurs été contacté au début, le 25 novembre, par une radio française, Radio Sud, Besançon, c'est en France. Ils nous ont appelé, on a fait 2 émissions de pratiquement 30 minutes avec eux. C'est vrai que la chaîne n'est pas émise ici en RDC, mais à partir de là, on a porté en fait de la voix de la... Oui, par correspondance, on a porté la voix de la RDC de l'autre côté. En dehors de ça, on a eu avec les studios Hirondelle, on a eu une émission, un débat avec un public où on a parlé de défis que nous, en tant que jeunes femmes, avons à relever pour pouvoir réellement lutter contre toute forme de violence faite aux femmes. Et donc, on a été aussi dans 2 universités pour sensibiliser les jeunes filles, rappeler qu'il faut au fait dénoncer. Pour nous, en tout cas, parlons des violences faites aux femmes, de toute forme de violences faites aux femmes. Quand les femmes ne savent pas dénoncer, rien ne va évoluer. Parce que finalement, quand on a peur, comme les femmes aujourd'hui, elles ont peur de dénoncer, finalement, il n'y aura pas de solution. Parce qu'après, on ne pourra même pas poursuivre les bourreaux. Les taux sera toujours élevé. Et les taux sera toujours élevé. On pousse la jeune fille à briser ses silences, à enlever la peur et à être courageuse, à savoir dénoncer pour que nous puissions voir dans quelle mesure accompagner ces jeunes filles. Donc, c'est un peu ce que nous avons eu à faire. Madame Ritungwanza, en tant que femme, parlez-nous de vos difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle, du côté journaliste, du côté activiste. Difficultés rencontrées dans la vie professionnelle. En tant que femme, je peux dire vraiment que non, il n'y en a pas. Mais en tant qu'homme, quand je parle d'homme avec un grand H, bien sûr qu'il y en a toujours certaines difficultés, mais en tout cas, je n'ai jamais ressenti une sorte de discrimination parce que je suis une femme. En tout cas, c'est un témoignage positif que je suis en train de faire. C'est super. Oui, vraiment, c'est une expérience très positive que j'ai eue. Dans la structure, elle est féminine, donc on ne travaille qu'avec les jeunes filles, avec les femmes. C'est vrai qu'il y a des hommes qui nous accompagnent, mais c'est dans l'ombre. Ce sont les femmes qui sont plus mises en exergue. Mais dans le journal que j'ai dit, donc dans mon entreprise, le défi congolais en tout cas, sur une dizaine de collaborateurs, je n'ai à peine que 2 femmes. Donc 2 femmes avec qui je travaille dans l'administration. C'est vrai qu'il y a des femmes dans d'autres départements, mais le reste, ce sont des hommes. Je ne travaille qu'avec des hommes. Et là, vraiment, je vous dis, quand je suis au milieu des hommes, je me sens vraiment comme un homme aussi. Donc, il n'y a pas de discrimination. Je me rappelle, d'ailleurs, je veux faire rigoler. Récemment, j'étais avec un collaborateur. Je crois, il pleuvait tellement qu'il s'était trempé. Arrivé au bureau, il était tout trempé. Il dit qu'il devait enlever sa chemise pour rester avec le t-shirt en dessous.
Et puis, il avait honte de moi, il s'est gêné. Puis, le collaborateur lui dit, non, mais Ruth est devenue comme un homme, peut-être qu'elle est là. Donc, il n'y a pas de problème, vraiment, sens-toi à l'aise. Donc, après, quand je suis avec les hommes, je me sens comme un homme. Je ne me comporte pas comme une femme. Je ne me justifie même pas quand je suis en retard. Comme pour dire, je n'aime pas qu'on dise qu'elle est venue en retard parce que c'est une femme. Non, non, c'est pas parce que je suis une femme que je dois, oui, venir toujours en retard, laisser les hommes arriver à temps. Donc, quand il faut commencer le boulot à 8h30, je suis au bureau à 7h30 de plus tard. Quand il faut terminer la dernière, je suis là après tout le monde quand il faut partir. Donc, avec les hommes, j'ai fait tout ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas de discrimination. Je ne me sens pas femme. On ne me dit pas, bon, c'est parce qu'elle est femme, elle ne va pas faire ceci, non, on va le faire. En tout cas, non. J'ai fait tout ce que les hommes peuvent faire et je ne rencontre pas de difficultés du genre être obligée, par exemple, à céder, au harcèlement. Tout ça, même quand j'étais à l'université, j'étais dans la coordination estudiantine, beaucoup de filles s'épeignaient, non, nous, on n'aime pas diriger parce que quand on est à la tête de l'université, on est trop exposé aux avances, au harcèlement. Mais bon, c'est jamais arrivé, je dois l'avouer. Et même si c'était arrivé une fois, je me dis que je saurais toujours comment me défendre. Mais en tout cas, des difficultés personnelles, en tant que femme, je n'en rencontre pas. Donc, au milieu des hommes, je me comporte comme un homme avec un grand H. Je ne fais rien qui puisse être exclusivement féminin et je ne refuse pas de faire ce que les hommes font. Je suis avec eux quand il faut arriver au bureau à 6h, même si moi je dois, contrairement à un homme, moi avant de sortir, je dois peut-être me maquiller, ça prend plus du temps que l'homme, mais j'essaie d'équilibrer, de sorte d'être là, toujours à temps et puis de travailler vraiment comme un homme. Quand il faut quitter le bureau à 22h, c'est tout le monde qui est là, c'est pas qu'on dit non, on libère d'abord les femmes, Ruth c'est une femme, on la libère, nous on reste, non, 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 je reste là jusqu'au bout. Quand il faut suivre les étapes, je respecte toutes les étapes. Et puis finalement, j'ai dit toujours aux femmes, tout commence d'être par elles-mêmes. Quand je te dis que non, moi je suis une femme, on me donne trop de boulot là-bas, non, moi je suis une femme, j'arrive en retard, non, moi je suis une femme. C'est là au fait qu'il y a discrimination, que tu auras plusieurs difficultés. Mais quand tu te dis que surtout quand on est chef, en tout cas on n'est plus femme, on est homme, comme tous les autres hommes. Et puis, il faut travailler dur pour que nous puissions vraiment atteindre les niveaux que nous souhaitons avoir, il faut que nous puissions mériter. On ne va pas se dire que bon oui, le travail commence de 8h30 à 16h par exemple, mais les femmes arrivent souvent à 9h, 9h30, les hommes arrivent à 7h, et quand il faut quitter, les femmes tellement qu'elles sont occupées, elles doivent quitter le bureau à 15h, parce que les hommes doivent rester jusqu'à 17h, c'est là qu'on ne peut pas bénéficier des mêmes choses, parce qu'eux, ils restent travailler lentement. Mais si nous, on est là du 1er au 30, autant que les hommes, on se bat aux côtés des hommes. Quand il faut commencer à 7h juste, vous êtes au bureau à 7h juste. Quand il faut quitter la dernière, vous quittez la dernière. Finalement, quand il faudra mériter, vous aurez tous le même salaire, s'il le faut, vous aurez les mêmes avantages parce que vous travaillez de la même façon. Voilà. Madame Rit Ngwanza, parmi les femmes congolaises, quelle est votre référence, soit modèle, parce que vous êtes une personne, vous devez normalement avoir une référence, soit un modèle, malgré que il y a plusieurs personnes qui se disent notre modèle c'est Jésus-Christ. Mais en dehors de Jésus-Christ, vous avez quand même une référence parmi les icônes de femmes de notre pays. Oui, merci d'avoir appelé ça. C'est vrai que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Hein? Moi, je suis chrétienne, en tout cas. C'est le premier guide. Mais après, il faut toujours avoir des repères. Parce que nous, dans la GFA, quand nous sensibilisons les jeunes filles, nous disons ça aussi. Il faut avoir des modèles, au fait, des modèles des femmes. C'est comme ça que d'ailleurs que dans toutes nos activités, nous ramenons des femmes qui ont réussi dans la vie dans plusieurs domaines, qu'elles s'adressent aux jeunes filles pour partager leurs expériences, dire tout ce qu'elles ont rencontré comme difficultés, pour inciter la jeune fille au fait à avoir des icônes, des personnes pour qui suivre. Donc moi, en dehors de ma mère, parce que je ne dois pas arrêter de le dire, ma mère c'est d'abord mon premier modèle, c'est mon premier repère. Je regarde ma mère, elle s'appelle Marie-Josée Ngwanza. On la salue en passant. Oui, c'était une façon de la saluer aussi, mais en dehors d'elle, si je dois prendre les femmes congolaises actives, les femmes congolaises dynamiques, battantes, il y a eu une dame qui s'appelle Odette Babondoa, elle est ministre honoraire de transport et voie de communication. C'est vraiment, pour moi, je me dis que c'est un activisme, mais incroyable, quoi. Donc aujourd'hui, elle a été ministre à l'âge de 27 ans. Wow. Et aujourd'hui, elle a une 50aine d'années, mais elle continue toujours de se battre. Je sens qu'elle est active en politique, dans les activismes et tout ça. Et moi ça j'aime. Donc je me vois vraiment sur ses traces. Donc je disais que c'était Odette Babondo, le modèle des femmes que j'ai comme repère ici en RDC. Madame Rite, nous tendons vers la fin de notre émission. Parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Alors, là, on doit parler de la structure Jeune Fille en Action parce que là, c'est un peu comme une maison de la jeune fille. Nous organisons des activités pour essayer. On se dit que d'ici 5 ans, on doit avoir plus de femmes à la tête
des différentes institutions. Quand je parle d'institutions, nous, on n'est pas seulement en politique. Dans l'administration publique, dans des universités, partout, à tout niveau, on doit retrouver au moins 3 femmes maximum. Avec le temps que nous avons eu à passer avec les jeunes filles, on a constaté que le problème de la femme, c'est la femme elle-même. La plupart des jeunes filles, déjà aujourd'hui, parce que moi, quand j'ai sensibilisé les jeunes filles, on leur dit, mais pourquoi vous n'arrivez même pas à postuler en tant que CPA? Elle te dit que non, moi j'hésite, il y a beaucoup d'hommes ici, il y a quand même 800 hommes, comment je vais faire parler devant les hommes, parler en public, je ne saurais pas. D'autres disent que non, j'ai pas envie d'être exposée aux différents dérangements des encadreurs et tout le reste. En fait, les femmes ont elles-mêmes des petits problèmes qui mettent des barrières. Voilà. Elles se sous-estiment, elles ne croient pas en elles. Moi, je dis, bon, si aujourd'hui déjà tu ne sais pas diriger une classe de 800 personnes, de 800 étudiants, comment sauras-tu diriger un pays? Parce qu'après, quand on dit que nous devons avoir, il y a peu de femmes ministres, sur 57 ministres, il y a à peine 10 femmes, 12% des femmes dans l'administration, on voit qu'il y a à peine 2% de femmes. On s'est plaint, mais finalement, ce sont les femmes elles-mêmes. Combien de femmes présidentes des partis politiques on en a ici en RDC? C'est un nombre minoritaire. Donc, les femmes elles-mêmes, elles se victimisent, mais elles ne fournissent pas d'efforts. Et nous, on se dit que, bon, par rapport, pour ne pas que ce soit tard, que nous commencions à la base. Donc, on prend les étudiants, parce que si déjà on est conscient aujourd'hui, nous, dans des conférences qu'on organise, d'ailleurs, pour le thème de notre anniversaire de cette année, comme de l'année passée, c'était « Jeune fille, ta conduite estudiantine déterminera ta position dans la vie professionnelle ». C'est la manière dont tu te comportes aujourd'hui qui va déterminer ce que tu seras demain ou après-demain. Parce que maintenant, là, quand déjà tu es courageuse, tu connais tes droits, tu sais les revendiquer, tu sais les appliquer, tu sais croire en toi, te dire qu'il n'y a rien que l'homme puisse faire que moi je ne puisse être en mesure de les faire. Ça veut dire que demain ou après-demain, même en politique, on sera aussi compétent, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on réclame des postes qu'on ne saura pas assumer plus tard. Donc c'est vraiment ça un peu les objectifs de la GFIA. Nous voulons conscientiser la jeune fille, nous voulons que dans 5 ans, que nous puissions retrouver vraiment des femmes qui sont conscientes, des femmes qui croient en elles, des femmes qui se disent que nous sommes des motrices du développement et que c'est grâce à nous que nous allons réellement développer notre pays. Parce que si la femme est en mesure d'assumer un foyer et le travail, ça veut dire qu'elle est capable de tout. Quand on parle des hommes aujourd'hui, quand il y a c'est un exemple concret, d'ailleurs, l'homme et la femme, quand ils se réveillent le matin, on sait que l'homme, dans sa tête, il sait qu'en me réveillant, c'est m'apprêter, manger, aller au boulot. La femme, dans sa tête, c'est tout le contraire. Elle se dit que je dois me réveiller, apprêter mon homme qui doit aller travailler, arranger les enfants qui vont aller à l'école, préparer la maison. Quand je finis le boulot, rentrer plus tôt pour s'occuper du mari et des enfants. Mais c'est clair, vous voyez que la femme a plus des aptitudes que les hommes. Parce qu'on a plus à faire et ça veut dire que tout ce qu'ils font, nous sommes en mesure de les faire. Donc on se dit que c'est juste en parlant, parce que si on ne doit pas parler, on ne prend pas des autres modèles. Il y a des modèles des femmes que moi je connais aujourd'hui. D'ailleurs, permettez-moi de la citer, Marie-Josée Ifoku, la candidate présidente de la République. J'ai eu à échanger avec elle plusieurs fois, elle a donné des témoignages. J'ai dit qu'elle était candidate, elle était gouverneure de la province, et en tant que même son mari ne mangeait que la bouffe préparée par elle. Donc imaginez que tu dois t'occuper des charges d'un pays, de toute une vie, de toute une province. Elle finit le boulot, elle doit rentrer plus tôt, faire la cuisine pour son mari. S'il faut rentrer au bureau, elle peut rentrer. Mais après, elle s'est dit qu'il y a un temps pour tout, j'arrête mon boulot pour aller m'occuper du foyer. Ça veut dire que les femmes sont plus aptes que les hommes. Elles peuvent tout faire. Et là, il faut seulement prendre conscience. Et nous, on se dit que c'est en parlant, en conscientisant, en ramenant des modèles vers les jeunes filles qu'on pourra améliorer les choses. C'est un peu ça. Madame Rite, on est à la fin de notre émission. Quel message pouvez-vous lancer à toutes les femmes qui nous suivent? J'aimerais bien que ça soit en lingala. À cette jeune fille qui est en train de nous suivre, le plus important, c'est que tu reconnaître d'abord ce que Oyo Tozali. Une femme, moi si o atangi, aza moi si o bandoko sate quoi. Genre, même pour celles qui n'ont pas étudié, parce que nous on ne parle pas que Nabasi au Batangi. Oui, justement, biso même na GFIA, tu travailles en dehors et étudiante de mes je l'ai dit au début, tu travailles dans centre de filles mères, basi au bazana bana, na centre de personnes, des centres de formation et belé auto encadrent la femme, on leur dit que c'est vrai que pour tant on a battu des opportunités autant assez bien, mais même pour des opportunités on a 5 ans à l'université. Nous on donne même des formations parce qu'il faut se former, la formation est à tout niveau. Pourquoi c'est le seul pas université mais on a dans mon copain qui na lobaka bien na courageuse et que na cause journaliste. Pourquoi c'est la formation et quoi ça qui me on journalisme qui mon bon et autres singa te cause na diplôme et licence to ya graduat. So za na maele na oyebi que na facilité à kotonga.
moi formation ya muki ya 2-3 mois au comme couturière sans problème. Sauf que puis que moi na pour ça la peinture parce qu'il y a même babasi au ça la peinture. Non ça la peinture. On s'est formé 1 mois 2 mois. Oye ko bandi ko sala. Donc ma musala ma boko et d'ailleurs c'est nga tek tout ça na ba diplôme et milai tout ça ba 5 ans 10 ans à l'université. D'abord et le plus important ça tout ça non conscient. Tu ba que tout ça utile na société. To wele la marambunde ba à moins que ça la mariage ça la choix na yo mwana mwasi mais so yo moko moni ko ça prête. Yako kena libala te maman soit ton na yo nyonso réfléchir le cas pour te former attends il y a ta formation exacte ata bato ba il y a des formations gratuites nous d'ailleurs dans des ONG nous organisons plusieurs formations na ba jeunes filles ko s'auto former est important ko yeba ko tanga ko luka ko se cultiver justement pour la lisusu. Fidèles téléspectateurs de notre émission Miroir de Femmes, nous sommes arrivés au terme de notre émission qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Rit Ngwanza, coordonnatrice de l'AS Belgefia, éditrice générale du journal Défi Congolais, mais également activiste. Avec elle, nous avons eu à parler autour du mariage précoce chez la jeune fille. Un grand merci au centre PACOM, précisément au père Fabien pour l'espace, merci. Tous vos enregistrements et autres, le centre PACOM met à votre disposition un bon studio. C'est à un prix vraiment abordable. Venez ici, vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci à Madame Dorcas Paipai qui est toujours disponible pour nous accompagner pour cette émission. Big salutations à Madame Chantal Faïda, une dame de fer, et à ma famille, particulièrement à ma maman chérie, Marie-Pauline Botoubé, et à ma grande sœur Gloria Mazita en dehors de Paris. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny pour plus de suggestions et pour vouloir passer à notre émission. Veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour.